Tout commence dans l'obscurité sinistre d'un immeuble abandonné. Des soldats inspectent chaque recoin, comme s'ils cherchaient quelque chose d'important. Ne trouvant rien, ils sortent leur scanner pour ne manquer aucun détail. Soudain, une silhouette rapide file derrière eux. Aussitôt, ils se mettent en garde et braquent leurs armes sur la créature. Mais ce n'est qu'un enfant. Un petit garçon humain, terrifié, le corps couvert de cicatrices. Ils tentent de fuir, mais ils parviennent à le capturer. Quelques jours plus tard, l'enfant ouvre les yeux. Il est allongé dans un lit confortable, dans une pièce baignée d'une lumière si vive qu'elle l'aveugle. Il se trouve dans un centre de protection pour enfants. Ayant passé toute sa vie sous cet immeuble abandonné, il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Le sol si plat, les vêtements propres, la nourriture délicieuse qu'on lui sert à heure fixe. Tout est nouveau pour lui. Alors il commence à passer son temps assis sur une colline, en silence, à observer le monde. Tout change lorsqu'un groupe d'enfants s'approche et l'invite à jouer avec eux. Pris de peur, il se tend comme un chat. Son attitude les effraie et il s'éloigne. Mais un papillon se pose sur ses cheveux et pour la première fois, il se calme. Au loin, 2 femmes l'observent. Celle aux cheveux rouges demande si le garçon sait parler. L'autre répond que non. Elle explique qu'il a été retrouvé récemment par une équipe de secours. Selon elle, il a grandi avec des animaux et ne peut pas encore communiquer. La rousse trouve alors qu'il ressemble à Mowgli. Cette comparaison intrigue l'autre femme. Mowgli appartient à une histoire d'avant l'arrivée des aliens. Un jour, le petit garçon voit l'un des enfants recevoir une lettre. Il ne comprend pas ce que c'est. Une fille tachetée de rousseur lui explique. C'est un parrain qui l'a envoyé. Parfois, dit-elle, les parrains offrent même des cadeaux. Comme toujours, l'enfant ne dit rien. Pourtant, elle l'entraîne avec elle et poursuit. Les parrains sont des adultes qui prennent soin d'eux. La plupart sont gentils, même s'il y en a des méchants. Elle lui parle des parrains des autres enfants, qui envoient des jouets, des vêtements, leur parlent. Tout cela ressemble à un rêve. Mais elle insiste. Elle n'a besoin d'aucun parrain. Sa mère a promis de venir la chercher au bout de 100 nuits. Le garçon la regarde, perdu. Elle répète que 100 nuits passeront en un clin d'œil, et qu'elle a hâte que sa mère arrive. Lui, en levant les yeux vers le ciel, a l'impression que les étoiles défilent à toute vitesse. Le lendemain, la maîtresse explique que les aliens sont venus sur Terre pour devenir amis avec les humains. Mais à la récréation, un garçon à lunettes affirme que c'est un mensonge. Il sort un livre volé dans le bureau de la directrice et lit « Il y a longtemps, les extraterrestres ont plongé le monde dans le chaos. L'humanité a tout utilisé, même les armes nucléaires, mais rien n'y a fait. Selon le livre, le chef des aliens a dévoré la bombe comme un bonbon. Les humains n'ont eu d'autre choix que de se rendre. Quelques jours plus tard, les maîtresses font l'appel. Quand elles prononcent le nom de Mori, le garçon comprend qu'il s'agit de lui. On lui remet une lettre venue directement pour lui. Il semble qu'il est désormais un parrain, lui aussi. La fille rousse entend cela. Elle est si surprise qu'elle laisse tomber ses affaires. Puis elle se met à pleurer, complètement brisée. Pourtant, ils se connaissent depuis peu. Mais ils sont déjà devenus les meilleurs amis du monde. Quand Mori ne voit plus Rodina, il se met à la chercher et finit par la trouver en larmes sous une table. Elle lui fait signe de s'en aller, mais il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Alors, après un long moment, il se met à tourner autour comme pour l'inviter à venir jouer. Ne voyant aucune réaction, il va chercher ses biens les plus précieux. Un biscuit mordu, 2 feuilles, une petite branche. La fille comprend aussitôt qu'il tente de la réconforter. Elle finit par avouer que plus de 100 nuits sont passées, et sa mère n'est jamais venue. Elle comprend maintenant que sa mère a choisi ce chiffre parce qu'elle pensait qu'une petite fille ne saurait pas compter aussi haut. En clair, elle ne viendra jamais. Rodina est complètement seule. Mori ne dit rien. Il s'assoit simplement à côté d'elle, lui tournant le dos. C'est sa façon de lui dire qu'il ne l'abandonnera pas. Elle lui demande alors, la voix hésitante, si elle peut manger son petit biscuit. Son regard suffit à répondre. Ainsi, il passe l'après-midi à jouer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment. Puis elle lui propose de lire sa lettre. La lettre ne contient qu'un seul mot, « Bonjour ». Elle trouve cela étrange.
Mais en retournant l'enveloppe, elle découvre une petite fleur bleue. Maury la prend immédiatement, et il passe toute la nuit à la sentir, émerveillé par ce parfum qu'il n'a jamais connu. C'est la première fois qu'une odeur lui donne chaud à l'intérieur. Au fil des jours, Maury commence à recevoir une montagne de cadeaux incroyables. Les enfants sont émerveillés, et la petite fille est de plus en plus curieuse. Les lettres qui accompagnent les paquets contiennent des phrases simples et bizarres. Mon adorable rond. Tout le monde se demande qui est son parrain. Certains pensent qu'il s'agit d'une personne très riche. D'autres murmurent que les gens sont parfois très gentils quand ils ont pitié de vous. Maury, lui, ne s'intéresse qu'aux crayons de couleur. Il essaie même de les manger jusqu'à ce qu'on lui explique qu'ils servent à dessiner. La découverte lui fait presque exploser la tête. Dessiner, créer quelque chose. Il n'avait jamais imaginé ça. Le lendemain, la directrice demande à tous les enfants de l'aider avec le linge sale. Ils acceptent avec joie, prenant cela pour un jeu. Seule la petite fille n'est pas convaincue. Mais même Maury s'amuse comme un fou quand de la mousse commence à sortir de l'eau. Soudain, elle aperçoit une silhouette au loin. Et elle crie « Rodina !» Ses yeux s'illuminent de bonheur. Elle court se jeter dans les bras de sa mère. Les retrouvailles sont si émouvantes que Maury en reste sans voix. Il regarde cette femme tenir son enfant, et quelque chose se serre dans sa poitrine. Il ne sait pas encore mettre un mot dessus. Plus tard dans la journée, Rodina a déjà fait ses valises. Elle vient dire au revoir à Maury. Elle lui demande de faire attention à lui, de bien mâcher la nourriture avant d'avaler, et elle lui offre un petit sac ainsi qu'une paire de bottes pour qu'il n'ait plus jamais à marcher pieds nus. Mais Maury ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle lui dit qu'elle l'adorera toujours, puis elle l'embrasse très fort en espérant qu'il aura tout ce qu'il veut dans la vie. C'est la première fois qu'il ressent une telle chaleur. Alors, sans réfléchir, il la serre très fort contre lui. Le lendemain, Rodina part avec sa mère. Tout le monde lui dit au revoir avec le sourire. Tout le monde sauf Maury. Il se sent très étrange, comme si quelque chose lui manquait déjà. Alors il retourne seul sur sa colline. L'absence de son ami est impossible à oublier. Pourtant, il ne se sent pas vraiment seul. Il serre contre lui les cadeaux de son mystérieux parrain. La cape chaude comme l'aurore, les jouets amusants et toutes ses lettres. Même s'il ne sait pas lire, elles ont cette odeur délicieuse de fleurs qu'il aime tant. Peu à peu, Maury se souvient des paroles de ses amis, des retrouvailles de Rodina avec sa mère. Il revoit cette femme courir vers son enfant. Il se souvient de la chaleur de son propre corps quand Rodina l'a serré dans ses bras. Et une idée germe en lui, lentement. Et si son parrain était sa propre mère? Cette nuit-là, il rassemble tous ses cadeaux. Il jette un dernier regard vers l'orphelinat au loin. Puis il s'éloigne. Il trace son propre chemin vers l'inconnu, sans peur, sans vraiment comprendre où il va. Juste avec cette idée fragile au fond de lui. Pour la première fois de sa vie, il n'avance pas pour fuir quelque chose. Il avance vers quelqu'un qui pourrait enfin lui apprendre ce que signifie être aimé. Après avoir marché pendant de longues heures, Maury se réveille dans un endroit qui ressemble à une grange. En réalité, c'est un train. Il s'y est caché pour s'éloigner le plus possible de l'orphelinat et se rapprocher de son but. Le train finit par s'arrêter au milieu d'un vaste désert. Maury décide de descendre. Il fait un petit signe de la main pour dire au revoir au train, puis se met à marcher droit devant lui. Soudain, un bruit étrange attire son attention. En se retournant, il voit un groupe de bandits foncer vers lui à toute vitesse. Il court aussi vite qu'il peut, mais ses jambes sont bien trop lentes. Les bandits l'encerclent facilement, dans un nuage de poussière et de vacarme. Au loin, un mystérieux individu à la peau rouge observe la scène, immobile. Les bandits descendent de leur moto et réalisent que Maury est un humain. Le garçon est tout hérissé, prêt à mordre. L'un des bandits demande aux autres s'ils en sont bien sûrs, et surtout si un tel enfant pourrait valoir de l'argent. Un autre, plus nerveux, propose qu'il pourrait le manger. Il insiste. L'enfant est si petit que personne ne remarquerait sa disparition.
Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, un alien 2 fois plus grand qu'eux les arrête d'une voix forte. C'est leur chef. Il leur demande ce qu'ils fabriquent. Les bandits s'excusent aussitôt, baissant la tête. Pourtant, le chef admet que Maury pourrait faire un bon apéritif. Il semble envisager sérieusement l'idée, caressant son menton. Soudain, la tête de l'un des bandits explose sans le moindre avertissement. Les autres crient, paniqués. Ils sont attaqués par l'homme à la peau rouge. Les bandits le reconnaissent et l'appellent Raider. Ils tirent de toute leur force, mais Raider esquive chaque coup avec une habileté déconcertante, se déplaçant comme une ombre. Voyant que l'affrontement est inévitable, le chef se prépare à combattre. Raider se jette sur lui et un choc violent fait trembler le sol. Le chef s'en sort indemne grâce à une barrière protectrice qu'il a levée juste à temps. Mais cela ne suffit pas. Raider est également indemne. Avant qu'il ne puisse réagir, Raider tire un puissant rayon laser qui achève chaque bandit en une seconde. Les survivants prennent la fuite sans se retourner. Le calme revient peu à peu. La poussière retombe. Raider murmure qu'il n'aurait pas dû causer de problème sur son territoire. Puis il se tourne vers le garçon. Maury se met immédiatement en garde, le dos rond, prêt à se défendre. Raider lui demande ce qu'il est censé être. Maury ne répond pas. Il se met à grogner comme un petit chat sauvage. Raider sort alors un appareil et analyse ses émotions. L'appareil indique que l'enfant a peur. Il précise aussi qu'il s'agit d'un petit humain. Raider change alors complètement d'attitude. Il se montre aussi gentil que possible et affiche un large sourire pour le rassurer. Il lui dit qu'il est sauvé et que cette petite chose à côté de lui est son amie, Eya. Pensant que Maury est perdu, Raider lui propose de le ramener chez lui. Les yeux du garçon s'illuminent comme des étoiles. Il accepte de le suivre avec une confiance totale. Malheureusement, l'attitude de Raider n'est qu'une façade. Dans sa tête, il pense tout autre chose. Il sait que laisser les humains tranquilles est une règle implicite depuis longtemps. Mais les manger, ce n'est pas techniquement illégal. Maury est très petit, mais quelqu'un sera sûrement prêt à payer très cher pour le dévorer ou pour s'en servir comme jouet. Raider soulève alors la cape du garçon pour l'examiner de plus près. Mais dès qu'il la touche, un frisson parcourt tout son corps. Il reconnaît quelque chose. Il change aussitôt d'avis et décide qu'il vaut mieux laisser cet enfant tranquille. Il dit à Maury d'une voix soudain pressée qu'il est très occupé. Il monte sur sa moto, lui fait un rapide signe d'au revoir et part à toute vitesse. Dans sa tête, il pense qu'il a failli avoir de très gros ennuis. Car cette cape n'est pas ordinaire. Elle porte une marque distinctive très importante. Un peu plus tard, alors qu'il roule dans le désert, Raider dit à Eya qu'il a très soif. Une petite main lui tend alors une bouteille d'eau. Raider la remercie sans y prêter attention. Puis il réalise quelque chose. Il devrait être seul sur la moto. Il se retourne et voit le garçon s'accrocher à lui de toutes ses forces, les doigts crispés sur ses vêtements. Raider essaie de l'enlever, mais dans la manœuvre, sa moto heurte une roche. Il perd l'équilibre et fait une chute brutale. Il perd connaissance sur le coup. Il ne se réveille que tard dans la nuit, allongé dans le sable froid. Son corps est couvert de toutes les lettres, des jouets et des petites affaires du garçon. Raider ne comprend pas ce qui se passe. Maury apparaît soudain devant lui et lui fait presque peur. Le garçon est là, assis à côté de lui, qui le regarde sans comprendre. Eya explique alors que le petit a mis toutes ses affaires sur Raider pour le réchauffer, au cas où sa température corporelle baisserait trop. L'appareil de Raider indique également qu'il souffre d'une grave déshydratation. Maury court aussitôt chercher une bouteille d'eau, mais il trébuche encore une fois sur une roche et renverse toute l'eau sur Raider. Affolé, les mains tremblantes, le petit cherche désespérément de quoi l'essuyer. Pendant ce temps, Raider a l'occasion de voir le sceau sur les lettres de Maury. C'est le même symbole que tout à l'heure, le logo du clan. Il sait que ce symbole ne peut être utilisé que par le chef et ceux qu'il a autorisés. Menacer ces gens, c'est signer son arrêt de mort. Raider commence alors à envisager autre chose. Il se dit qu'il pourrait recevoir une grosse récompense en rendant le petit acquis de droit. Le lendemain, la batterie de la moto est complètement déchargée. Ils poursuivent leur chemin à pied. Raider explique à Maury que personne ne connaît ce monde comme lui
et qu'il est une bonne personne. Il se dit prêt à lui rendre service, à condition que le petit se souvienne qu'il l'a aidé. Mais Maury l'ignore complètement. Il marche tout en regardant partout à la fois, attiré par chaque bruit, chaque mouvement. Quand Raider s'approche pour lui demander son attention, il voit que le garçon est en train de manger un scarabée. Il le lui enlève de la bouche comme une mère le ferait avec son fils. Puis il lui fait un long sermon sur les dangers de manger ce genre de choses. Il explique que toutes les créatures brillantes, bleues ou violettes, peuvent être extrêmement toxiques. Maury doit rester loin de tout ce qui brille et surtout ne jamais rien manger de suspect. Raider pense que cet avertissement suffira. Mais le lendemain, sur la route, Maury trouve de nouvelles façons de se mettre en danger. Il est curieux de tout, ne connaît rien au danger. Il finit par s'enfoncer dans des sables mouvants. Raider doit plonger pour le sortir de là. Il se fâche de plus en plus, gronde le garçon sans cesse, mais Maury ne semble pas vraiment comprendre ce qu'il a fait de mal. La nuit venue, alors qu'ils sont assis près d'un petit feu, Raider demande à Maury ce qu'il dessine. Le petit s'énerve un peu et essaie de lui expliquer sans grand succès, montrant du doigt, soufflant d'impatience. Raider lit alors le nom gravé sur ses affaires et commence à l'appeler Maury. Il remarque une chose noire étrange sur ses dessins. Il comprend que c'est lui. Raider est d'abord alarmé par la laideur du dessin. Puis il regarde le papier longuement, en silence. C'est la première fois de sa vie que quelqu'un prend la peine de le dessiner. Heureux, il propose son aide pour améliorer ses dessins. Le lendemain, ils arrivent au pied d'une grande colline. Raider dit qu'il faut continuer encore un peu pour arriver à destination. Mais le petit a déjà repéré quelque chose. Il court dans la direction opposée, vers une sorte de lézard super mignon, tout petit et brillant. Maury lui touche la main doucement et la créature commence à jouer avec lui. Mais la mère de la créature voit cela comme une menace. Elle fonce sur Maury, les yeux rouges de colère. D'un seul souffle, tout le corps du garçon s'enflamme instantanément. Maury est complètement consumé par les flammes. Raider hurle son nom. Raider panique. Il tire sur les créatures en courant vers Maury pour le sauver. Mais quand il tend la main, les flammes sont si hautes qu'il lui est impossible d'atteindre le garçon. Il ne peut qu'observer, désespéré, sachant qu'il ne restera bientôt que des cendres. Pourtant, quelques instants plus tard, la cape rouge sort des flammes. Elle commence à éteindre le feu peu à peu, ramenant Maury comme par magie. La grande flamme disparaît, ne laissant que l'adorable petit assis tranquillement par terre, les yeux grands ouverts, un peu étourdi mais bien vivant. Raider, la mère lézard et le bébé sont sans voix. Ils fixent l'enfant, bouche bée. Raider demande à Maury s'il va bien. Maury fait oui de la tête. Raider admet qu'il a failli faire une crise cardiaque. Il veut éliminer les créatures sur place, mais Eya lui demande de se calmer. La mère lézard essaie de s'expliquer par gestes, mais il ne parle pas la même langue. Raider lui dit d'arrêter de jouer la victime, parce que lui aussi a un petit à protéger. La discussion continue, tendue, jusqu'à ce qu'Eya les prévienne que quelque chose s'approche par-dessous la surface. Il est trop tard. Une version encore plus grande du lézard surgit de terre. C'est le vrai chef de la meute, immense et impressionnant. Raider se prépare à se battre pour protéger Maury. Mais la créature géante ne les attaque pas. Elle gronde ses petits pour leur impolitesse et les oblige à s'excuser. Raider, mort de peur mais voulant garder son image de dur, leur dit qu'il les laissera tranquilles pour cette fois. Au moment de partir, le bébé lézard s'approche de Maury et lui offre une pierre précieuse pour sa collection. Maury lui donne une plume en échange. Ils jouent encore un peu avant de se dire au revoir. Raider dit alors à Maury qu'il est encore en vie grâce à cette cape. Elle possède probablement une magie très puissante qui peut le protéger et même réguler sa température. Celui qui la lui a donnée l'aime énormément et Maury devrait la remercier. Le petit est si heureux d'entendre cela qu'il se met à courir en rond autour de Raider. Cette nuit-là, sous les étoiles, Raider ne peut s'empêcher de penser à lui avec tendresse. Il demande à Eya de tout lui dire sur les humains. Il apprend que, contrairement aux aliens, ils se reproduisent d'une certaine façon et que Maury doit avoir quelqu'un qu'on appelle une mère. Eya lui raconte doucement ce qu'elle sait. On lui raconte aussi qu'il y a très longtemps,
le maître de la Terre a quitté la planète pour visiter l'espace. À son retour, il a découvert de nouvelles formes de vie, y compris les humains, plus violents et ambitieux que les autres. Depuis ce jour, la population humaine n'a cessé de diminuer. Raider pense qu'aujourd'hui, les humains ne doivent pas se soucier beaucoup des plus petits de leur race. Presque instinctivement, il se tourne vers Maury. Il lui prend la main sans réfléchir, le regardant avec une affection qui le surprend lui-même. Le petit, toujours endormi, ne retire pas sa main. Au contraire, il se rassure de le sentir toujours là à ses côtés. Ailleurs, dans un endroit sombre, une créature assure à une autre qu'il y a des capteurs dans la forêt autour du centre de protection. Ils n'ont peut-être pas fonctionné à cause des pouvoirs de la cape, mais ils ne s'inquiètent pas. Ils sont prêts à retrouver le petit quoi qu'il arrive. Maury se réveille sur une colline. Il est seul, un peu effrayé, mais la beauté du paysage l'émerveille. Puis il ouvre les yeux. Ce n'était qu'un rêve. Raider lui dit qu'il s'est réveillé juste à temps, car ils sont enfin arrivés au village de Bourg. Ils s'enfoncent dans les rues animées, pleines de vie, un monde nouveau que Maury n'a jamais vu. Soudain, quelqu'un crie, et il sursaute. Ce sont des femmes aliens, toutes essayant de s'approcher, émerveillées par la tendresse du petit. Maury devient nerveux. Raider se met en garde, leur disant que c'est une marchandise très chère qu'aucune d'elles ne pourrait payer. Ces paroles troublent profondément Maury. Il continue jusqu'à une taverne. Un homme aux cheveux blonds et aux cornes, nommé Valentin, les accueille. Raider lui montre le sceau des lettres et lui demande comment trouver ces gens. Valentin, émerveillé, murmure qu'il n'a vu ce sceau qu'une seule fois dans sa vie, mais qu'il pourrait probablement trouver un représentant de la ville. Les choses se compliquent, car c'est là que vit le juge. Raider demande des provisions et négocie le prix pendant que Maury joue avec Eya. Raider doit fouiller ses affaires pour trouver de quoi payer. Eya lui propose de vendre des affaires de Maury. Il refuse, disant qu'on pourrait le tuer pour ça. Il montre alors la pierre précieuse du lézard. Valentin l'examine et dit que c'est une gemme de Tumas. Il la jette sur le comptoir et elle se brise. Maury est presque mort de voir son trésor détruit, mais Valentin lui demande de se calmer. En quelques secondes, la gemme redevient comme neuve. Malheureusement, même ainsi, elle ne vaut rien. Raider la rend à Maury sans voir qu'elle commence à rouler dans la taverne. Le petit la poursuit, innocent. En la rattrapant, il tombe sur une créature terrifiante qui le trouve adorable. Maury, mort de peur, court vers Raider. Mais la créature l'attrape par la cape et le fourre dans son sac, qui fonctionne comme un trou noir. Maury tombe dans une profonde obscurité où, même s'il crie ou pleure, personne ne l'entend. Soudain, Raider a un très mauvais pressentiment. Il se retourne et constate que le petit n'est plus là. La taverne est calme, comme si rien ne s'était passé. Il crie le nom de Maury, mais personne ne réagit. Au loin, quelqu'un se plaint quand un individu le bouscule pour sortir. Raider croise son regard et sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Il se lance à sa poursuite en lui ordonnant de s'arrêter. L'homme ignore ses appels et se faufile dans la foule. Au moment où Raider est assez proche pour presque l'attraper, l'homme saute d'une falaise. Eya détecte alors un petit humain prisonnier dans sa poche. Ils comprennent alors qu'il a kidnappé Maury. Ils se séparent pour l'intercepter, mais l'homme est incroyablement insaisissable. Eya utilise sa technologie pour scanner toutes les rues, suivre ses mouvements en temps réel et calculer 14 itinéraires possibles. Les options se réduisent peu à peu, guidant Raider sur la meilleure route. Une course-poursuite effrénée commence. Raider détruit même une œuvre d'art en sable fin qu'un petit artiste a mis 6 mois à construire. Il n'est pas prêt à perdre Maury sans se battre. Le ravisseur, lui, se sent de plus en plus pressé. À l'intérieur du sac, Maury est secoué comme dans une machine à laver. Raider atteint un endroit précis. Eya l'informe qu'il va croiser la cible dans quelques secondes, mais pour cela, il doit faire un saut presque mortel. Sans hésiter, Raider saute. Le ravisseur, stupéfait, le regarde figé, persuadé qu'il est fou et qu'il va se tuer. Mais au moment de percuter le sol, Raider est rattrapé par sa moto qu'Eya contrôlait. Non seulement il est sauvé, mais il se retrouve face à face avec le ravisseur. Ce dernier lui demande qui il est.
Raider appelle Maury et lui demande de faire un mouvement s'il l'entend. Maury crie. Eya scanne sa voix et confirme que c'est bien lui. Raider exige qu'on lui rende son humain. Le ravisseur fait l'ignorant et prétend que c'est le sien. Raider sort son arme et menace de le tuer s'il ne rend pas le petit. Mais le ravisseur refuse. Il le trouve trop adorable. Le ravisseur reconnaît Raider. Sa réputation, dit-il, le précède. Une créature illégalement créée, ignorante, simple et marginalisée. Il lui demande comment quelqu'un d'aussi dangereux pourrait élever un humain. Heureusement, Raider ne tombe pas dans ses pièges. Il propose que ce soit Maury qui choisisse. Le ravisseur rétorque que ce ne sera pas nécessaire. Si Raider tire, toutes les alarmes du village s'activeront et il sera poursuivi comme un criminel. Raider se contente de répondre que cela lui est égal. Pendant ce temps, à l'intérieur du sac, Maury crie et appelle à l'aide, traversant une peur qu'il n'a jamais connue. Il cherche une issue dans cet espace étroit et sombre, mais ne trouve aucun chemin. Il trébuche et soudain, une voix familière lui parvient. La voix émane de son doudou, celui que sa mère lui a offert. Elle lui rappelle avec tendresse de ne pas oublier d'aller aux toilettes avant de dormir. Cela semble anodin, mais pour Maury, c'est comme si une flamme venait de s'allumer en lui. Le ravisseur propose un marché à Raider. L'un aura la tête, l'autre le corps. Raider l'ignore, persuadé d'avoir assez de batterie pour lui faire sauter la tête. Mais il n'ose pas tirer, car Maury pourrait être blessé. Soudain, le ravisseur remarque un liquide étrange qui s'écoule de son sac. Pris de peur, il ouvre le sac et découvre Maury sans pantalon, complètement concentré en train d'uriner. Le petit profite de l'occasion pour s'enfuir. Le ravisseur l'insulte et menace de lui ôter la vie. Raider fait le premier pas. D'un seul coup de fusil, il lui fait exploser un bras. Désespéré, le ravisseur tente de rattraper l'enfant. Mais Raider pose aussitôt son pistolet sur sa tête, lui signifiant sans un mot que s'il ose encore toucher à cet enfant avec ses mains sales, ce qu'il perdra dépassera de loin un simple membre. À cet instant, les alarmes du village se déclenchent. Raider sait qu'il est temps de partir. Il monte sur sa moto, active un camouflage qui les rend invisibles. D'abord un peu secoués, ils finissent par éclater de rire en repensant à ce qui vient de se passer. Eya dit que c'était une idée très créative. Raider le félicite pour son bon travail. Maury serre son doudou contre sa poitrine, et une voix lui murmure qu'elle est très fière de lui. Fier de lui, il grimpe sur Raider, qui demande à Eya de filer vers le berceau des baleines. Ils arrivent dans une région plus montagneuse, qui ressemble étrangement à la colline des rêves de Maury. Mais cette fois-ci, il n'est plus seul. Il est entouré de la meilleure des compagnies. Leurs pas les mènent à travers des paysages toujours plus étranges, des forêts enchantées, des ruines abandonnées, des marais dignes des pires cauchemars. Ils marchent pendant plusieurs heures, traversant des paysages qui semblent tout droit sortis d'un rêve. Lorsque la nuit commence à tomber, Raider repère un refuge. Il s'y pose, fatigué mais apaisé. Il allume un feu, sort quelques provisions et, dans ce petit cercle de lumière, ils partagent un repas simple. Assis près du feu, ils réalisent qu'ils vivent une aventure incroyable. Le lendemain, ils entrent dans une grotte. Raider fait jaillir la lumière de sa lampe. Aussitôt, Maury se cabre, paniqué, et le griffe presque instinctivement. Eya observe et comprend que le petit est terrorisé par les lumières trop vives, trop concentrées. Certains après-midi, il s'allonge des heures sur la plage, bercé par le bruit des vagues. Mais dès qu'ils s'aventurent plus loin, ils se font attaquer par des chauves-souris mutantes. Et certains matins, quand Raider s'assoupit, Maury, silencieux et malicieux, lui peint le visage entier, un sourire aux lèvres, avant de s'éclipser. Mais le moment le plus marquant survient en pleine nuit, alors qu'ils traversent une plaine immense. Sous un ciel étoilé, ils tombent sur un spectacle à couper le souffle, une nuée de baleines fendant les airs, silencieuse et majestueuse. Le visage de Maury s'illumine d'une émotion pure. Eya active le pilote automatique. Raider soulève alors le garçon dans ses bras et l'élève vers les cieux. Lorsque Maury effleure du bout des doigts une nageoire, ses yeux s'illuminent, comme s'il touchait le ciel lui-même. Cette nuit-là, Maury rêve de sa mère. Elle le tient contre elle, elle le berce tout doucement, et elle murmure sans s'arrêter
mon adorable rond. Le lendemain, il se réveille blotti sur les genoux de Raider. À côté, Eya écoute l'homme râler contre les secousses du voyage. Puis ils arrivent devant de grandes montagnes. Ils s'arrêtent. Raider dit qu'il vaut mieux marcher pour ne pas attirer les bêtes dangereuses. Puis il se penche vers Maury, les yeux brillants. Il lui promet de lui révéler bientôt un secret incroyable. Alors qu'ils discutent, Eya scrute l'horizon. Elle repère une forme filant vers eux à plus de 400 km/h. Raider le sait. Rien d'aussi rapide ne peut être bon. Un frisson lui parcourt l'échine. Il fait demi-tour. Eya lui annonce qu'ils ont 2 minutes et 40 secondes avant d'être rattrapés. Le temps passe, seconde après seconde. Soudain, l'ennemi apparaît. Raider dérape, braque son arme, tire. Mais le coup est aspiré par un trou noir, une ombre vivante qui dévore tout. Raider reste figé. Devant lui se dresse l'ennemi le plus redoutable qu'il ait jamais affronté. Raider pense immédiatement à un chasseur de primes envoyé après lui. L'ennemi les observe, et quand son regard croise celui de Maury, quelque chose semble vaciller en lui. Eya prévient Raider. Il n'a que 16% de chance de l'emporter. Raider sait que son adversaire est bien plus puissant. Pour protéger Maury, il doit éviter un affrontement direct. Il tire d'abord pour créer un écran de fumée, puis active la suraccélération et fonce à toute vitesse. Il envoie ensuite un projectile sur la montagne derrière l'ennemi, déclenchant une avalanche, juste assez pour gagner du temps. Il file vers le pont qui mène à la ville. Maury ne sait pas s'il doit s'amuser ou avoir peur, mais en regardant derrière eux, il voit l'ennemi s'approcher, calme et imperturbable. Raider lui tire dessus, mais son projectile est arrêté avec une facilité déconcertante. En un instant, l'ennemi les rattrape. Il attrape Raider par le cou, stoppe la moto et prépare un trou noir pour l'anéantir. Mais ses yeux se posent sur Maury. Le petit ne fuit pas. Il s'accroche à Raider de toutes ses forces, le regardant avec les yeux désespérés de quelqu'un qui voit mourir un être cher. L'ennemi hésite. Sa prise se relâche. Raider en profite pour se jeter de la moto et se laisser tomber dans le précipice. Au même moment, des baleines surgissent des profondeurs de l'eau. Raider s'y accroche et s'éloigne. Tandis qu'il file, Maury tourne la tête et fixe l'ennemi un long moment. Raider se réveille plus tard, étourdi. La première chose qu'il demande, c'est où est Maury. Eya le félicite pour sa stratégie. Les baleines sont apparues grâce à l'avalanche. Soulagé, Raider regarde autour de lui et aperçoit un immense dôme au milieu des montagnes. Ils sont officiellement arrivés à la ville. Maury dit au revoir aux baleines d'un petit geste de la main, le cœur encore léger. Eya propose alors de se déguiser. Il est possible que la nouvelle de la récompense sur la tête de Raider ait déjà circulé. En une seconde, il déforme son apparence au point où Maury ne le reconnaisse même plus. Le petit cherche alors des yeux le vrai Raider, inquiet. Raider le prend dans ses bras et tente de lui faire comprendre que c'est bien lui, sous cette nouvelle forme. Puis, il propose une autre idée de déguisement. Ils se mettent l'un sur l'autre pour former une sorte de géant à 4 bras. Ainsi transformés, ils se présentent à l'entrée de la ville. Un robot les accueille. Eya déclare qu'ils viennent demander une audience avec le clan. Le robot leur demande de montrer le symbole. Maury fouille dans ses trésors et sort l'une des lettres. Une fois vérifié, le robot affiche un graphique géant d'une complexité déroutante et leur demande d'identifier la personne qu'ils souhaitent voir. Ni Raider ni Eya n'ont la moindre idée de qui il s'agit. Le symbole peut être utilisé par les chefs ou par n'importe quel subordonné. Ils paniquent. Choisir la mauvaise personne pourrait être une sentence de mort. Mais Maury observe le graphique avec une attention particulière. Une sphère, en particulier, attire son regard. Pour en être sûr, il sort l'une des fleurs bleues que son parrain lui a envoyées. Le robot la reconnaît immédiatement. Il sait exactement à qui elle appartient. L'un des hommes sur le graphique s'anime alors, se transformant en une sorte de portail. Le robot leur assure qu'ils arriveront à destination, quelle que soit la direction qu'ils prennent. Ils s'enfoncent lentement dans l'obscurité, jusqu'à ce que le vide se mue en un magnifique champ ensoleillé. En quelques pas, ils arrivent devant une imposante maison. Maury ne peut s'empêcher de remarquer sa ressemblance avec l'orphelinat,
Son cœur s'emballe. Il est si heureux qu'il se met à courir vers la maison. Raider leur demande d'être prudents. Rendre visite à quelqu'un sans invitation est puni de mort. Ils cherchent une sonnette, mais Maury entend des voix venant d'une fenêtre et aperçoit de longs cheveux noirs qui pourraient être ceux de sa mère. Sans hésiter, il traverse la clôture, traverse le jardin en courant et se glisse par la fenêtre. Raider panique. Il sonne comme un fou pour qu'on leur ouvre. Mais il est trop tard. Maury a déjà commencé à explorer l'intérieur, excité comme jamais. Il aperçoit cette chevelure noire et son cœur s'emballe. Mais il ne trouve qu'une créature à l'apparence sinistre, accompagnée d'une autre, toute blanche. Toutes deux sont émerveillées de voir Maury et se demandent qui il est et comment il est entré. Pourtant, Maury perçoit ce parfum familier de fleurs bleues, celui qui est devenu un refuge pour lui. Il suit l'odeur jusqu'à une pièce de l'autre côté du couloir. Les créatures tentent de l'arrêter, mais il est plus rapide. Il court vers cette grande porte où il est convaincu de trouver sa mère. Il trébuche sur une figure d'où émane le parfum. Mais en levant les yeux, il se retrouve face à une créature qui ne ressemble en rien à un humain, comme il l'avait imaginé. Maury est paralysé par la peur. Il repense à la magie des retrouvailles de Rodina avec sa mère. La déception se lit sur son visage. La créature sent sa frayeur et tente de le réconforter en lui caressant la tête. Mais avant qu'elle ne pose sa main sur lui, Maury éclate en sanglots, inconsolable. Raider finit par entrer dans la maison. Il arrive dans la pièce, effrayé, mais il est trop tard. Les pleurs de Maury effraient même la créature. Plus tard, toujours en larmes, Maury se cache sous un lit. Raider et Eya font tout leur possible pour lui faire comprendre qu'il n'a pas à avoir peur, que ces créatures sont gentilles. Mais rien n'y fait. Raider essaie de le calmer de toutes les façons possibles. En vain. En sortant, il croise la créature, dont la voix est pleine d'inquiétude. Il lui assure qu'il faut laisser du temps au petit, car il ne l'a jamais vu pleurer ainsi. La créature regrette de ne pas être ce que Maury espérait. Elle se présente comme Myria, la marraine de Maury et la chef du clan. Plusieurs heures passent. La nuit tombée, les yeux complètement gonflés, Maury décide enfin de sortir de sous le lit. Il voit Raider et Eya endormis, paisibles. Il frappe Raider de toutes ses forces pour le réveiller, mais ce dernier ne bouge pas. Mort de faim, Maury n'a d'autre choix que d'explorer la maison seul pour trouver à manger. Son odorat est excellent. Il avance dans les couloirs jusqu'à la cuisine, observé de loin par Myria, qui fait tout pour garder ses distances. Il trouve un saladier rempli de fruits. Il se souvient que Raider avait essayé de lui en offrir plus tôt. Mais il est trop petit pour les atteindre. Il grimpe sur le plan de travail avec beaucoup d'efforts et finit par en attraper un. Il entend alors un bruit derrière lui. Il se retourne et croise le regard timide de Myria, qui l'observe au loin. Un peu plus tôt, Myria avait déposé un livre qu'elle venait de terminer à la bibliothèque. Son regard était mélancolique, presque triste. C'est alors que le bruit de petits pas dans les couloirs a attiré son attention. Elle a vu le petit Maury suivre l'odeur de la nourriture, déterminé. Intriguée, elle a décidé d'aller voir ce qu'il tramait. Elle l'a observé se battre pour attraper un fruit, grimpant sur le plan de travail avec une obstination touchante. Lorsque leurs regards se croisent, Maury est paralysé. Exactement comme la première fois, car Myria est encore plus sinistre la nuit. Paniqué, il se met à courir dans tous les sens, faisant peur à la pauvre femme. Voyant cela, elle sort en courant pour ne pas empirer les choses. Pendant ce temps, Maury se cache derrière une table, mort de peur. Mais une fois calmé, un morceau de fruit roule timidement vers lui. Il est encore très nerveux, mais la faim est plus forte. Il court après le fruit. Se souvenant qu'il s'était donné du mal pour atteindre le saladier, Myria lui lance les fruits un par un, avec une infinie douceur, comme si elle nourrissait un animal sauvage depuis l'autre côté de la porte, effrayée à l'idée d'aggraver les choses. Quand elle entend le petit manger, ses yeux brillent d'un mélange de soulagement et d'une adoration indicible. Ainsi, sous la lumière des étoiles, Maury se régale. Le lendemain, Maury se réveille par terre, dans la cuisine. La raison est simple. Les voix des travailleurs commencent à résonner dans la maison. Ils murmurent avec excitation qu'ils ont hâte de voir en personne le fameux enfant humain. Aussitôt, Maury se met en garde et sort en courant,
jusqu'à ce qu'il percute Raider. Ce dernier lui demande comment il a dormi, mais il est aussitôt surpris de voir le petit se coller à lui comme une ventouse, l'embrassant avec tant d'affection qu'il reste paralysé, ne sachant quoi faire. Pendant ce temps, Eya se moque d'eux. Plus tard, Raider raconte à Maury ce qui s'est passé la nuit précédente. Pendant qu'il pleurait sous le lit, Raider a eu une réunion avec Miria. Elle lui a confié à quel point elle était inquiète pour Maury. Quand il s'est enfui, ils ont cru qu'il était parti chercher son ami, mais ils n'ont trouvé aucune piste. Ils n'avaient jamais imaginé qu'il arriverait jusqu'ici. Miria a alors demandé comment elle pourrait le remercier. Raider a répondu que ce n'était rien, qu'il avait simplement fait ce qui était juste. Malgré tout, elle lui a offert une mystérieuse boîte. À l'intérieur de la boîte se trouvait un fragment d'étoile valant au moins 60 000 pièces. Une fortune qui lui permettrait de ne presque plus jamais travailler. Les yeux de Raider brillaient comme jamais. Mais Miria l'a remercié pour son travail, pour avoir escorté Maury jusqu'ici, laissant entendre que son rôle dans la vie du petit était terminé. Pourtant, c'était son objectif au départ. Alors le sourire de Raider s'est effacé. Il s'est souvenu de tous les moments partagés, de cette nuit où il l'avait vu dormir si paisiblement. Sans s'en rendre compte, le petit avait construit une place permanente dans son cœur. Avant même d'y réfléchir, Raider a murmuré qu'il n'était pas encore prêt. Il a insisté sur le fait que Maury aurait besoin de temps pour s'adapter à cet endroit. Malgré le fait qu'il soit très occupé, il pouvait libérer du temps dans son agenda pour rester un moment. Miria lui a alors demandé si cela ne le dérangeait pas trop. Raider a répondu que le petit lui avait pris de l'affection. Alors que la conversation continue, Raider ressent une présence dans son dos. Il se retourne et constate que c'était l'ennemi imbattable de la dernière fois. Il lève les yeux au ciel, exaspéré, mais Miria le rassure. C'est Djail, l'un de ses assistants. Elle s'excuse pour l'affrontement précédent. Ils avaient attaqué Raider parce qu'ils pensaient que c'était une ordure qui avait enlevé Maury pour réclamer une rançon. Plus tard, Eya raconte tout à Maury, mais Raider lui couvre les oreilles pour l'épargner des détails trop lourds. Il lui fait comprendre, d'un geste doux, qu'ils vont rester un moment ici, que la maison est grande et qu'il peut partir l'explorer si le cœur lui en dit. Pendant ce temps, Raider assiste à une réunion avec Miria et tout son personnel. Miria annonce qu'ils n'ont toujours pas réussi à joindre Salam, celui que tout le monde appelle le juge. Les travailleurs échangent des regards. Salam est lié à l'arbitre. Et l'arbitre, c'est le propriétaire de la planète Terre, celui qui fixe les lois de la vie sur cette planète. Miria ajoute qu'elle peut manipuler les trous noirs parce qu'elle est l'un des 7 doigts de l'arbitre. Salam aussi. Il domine la Terre d'une certaine région jusqu'à une rivière. Ces détails sont essentiels, car lorsque Maury a disparu, l'orphelinat ne semblait avoir aucun contact avec Salam. Finalement, Miria demande à Raider de rester jusqu'à ce que tout soit réglé. Il sort, le cœur un peu plus léger. Dans le couloir, un travailleur l'attend, un sourire aux lèvres. Il lui tend un jeu d'ustensiles, ridiculement petit. Il les a fabriqués de ses propres mains, toute la nuit, pour Maury. Un autre l'emmène voir le lit. Immense, trop grand pour un enfant. Tout le monde, dans cette maison, est excité par ce petit être. Pendant ce temps, Maury arpente la maison. Il gratte les murs, curieux. Il entre dans la cuisine, joue avec ce qu'il trouve. Eya le suit, comme une ombre protectrice. Elle lui montre une lampe, un pot de fleurs. Il écoute, observe les formes, touche les matières. Ce monde nouveau s'ouvre à lui comme un livre géant. Et ses yeux, encore pleins d'émerveillement, ne veulent rien en perdre. Ils entrent ensuite dans un bureau avec une grande table couverte de papier. Maury fouille et tombe sur quelque chose qu'il reconnaît bien, sa cape. Eya lui explique alors que ce bureau doit appartenir à la personne qui a conçu non seulement sa cape, mais aussi tous les trésors que Miria lui a envoyés. Maury ne peut qu'imaginer Miria travaillant dur dans ce bureau. Il est émerveillé. Un travailleur les trouve, ravi de voir le petit sain et sauf. Il lui dit que Miria s'est beaucoup inquiétée quand elle a appris qu'il avait disparu. Le travailleur confie à Maury à quel point il a été difficile de retenir Miria d'aller le chercher elle-même.
Pour la première fois, Maury ne fuit pas. Il se montre un peu timide. Le travailleur lui explique que Myria a construit elle-même cette maison pour mieux le comprendre. Maury est surpris. Alors il se glisse lentement vers la pièce où se tient la réunion et regarde Myria avec un mélange de curiosité. Mais quand elle se retourne et le surprend, il s'effraie et s'enfuit comme d'habitude. Cela la rend très triste. Ryder observe la situation et dit qu'il est temps d'améliorer les choses entre eux. Il décide alors de créer un plan en plusieurs étapes pour qu'elle devienne amie avec Maury. Première tactique, l'attirer avec des gâteaux. Myria s'approche timidement avec un plateau de cookies fraîchement faits, mais les travailleurs l'entourent déjà, lui offrant toutes sortes de cookies. Voyant leur plan échouer, ils élaborent une deuxième tactique, s'approcher entouré de ses affaires préférées. Ryder couvre Myria de tout ce que Maury aime, comme un arbre de Noël. Mais quand elle apparaît, Maury ne se contente pas d'avoir peur. Il panique de voir qu'elle a toutes ses affaires. Troisième tactique, se présenter dans un environnement familier. Ryder dit à Myria de monter sur sa moto pour que le petit se sente comme à la maison. Malheureusement, elle ne sait pas conduire et se crache. Quatrième tactique, la plus complexe. DJ doit faire le méchant, attaquer Maury, et Myria deviendra son héroïne en le sauvant. Mais quand DJ se présente devant le petit, il ne peut pas résister à son charme. Quand Myria arrive pour le sauver, il ne fait que le câliner. Ryder, en colère, exprime son mécontentement à DJ de ne pas avoir respecté le plan. Cette nuit-là, Maury dort paisiblement jusqu'à ce qu'il rêve du moment où les soldats l'ont trouvé. Il se réveille alors très angoissé, le souffle court, le visage couvert de sueur. Il regarde autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un pour l'aider, mais la pièce est vide. Pour couronner le tout, un éclair déchire le ciel. Pris de panique, il court à toute vitesse dans le couloir, appelant Ryder en silence. Mais Ryder est complètement absorbé par les réparations de sa moto et ne l'entend pas. Au milieu des tonnerres et de l'obscurité oppressante, Maury avance dans la maison, sa peur grandissant à chaque pas. Par chance, il aperçoit une lumière allumée et entre dans le même bureau que tout à l'heure. Myria y est endormie, assise près de la cheminée. Maury rampe alors vers la chaleur du feu. Il remarque qu'elle a passé toute la nuit à lire des livres sur comment améliorer la relation avec les enfants. Bien sûr, il ne comprend pas un mot, mais il se sent assez en confiance pour s'approcher d'elle lentement. Mais en entendant le bruit d'un nouvel éclair, il panique et saute instinctivement dans les bras de Myria. Il ressent encore de la peur, mais Myria, toujours endormie, le serre contre elle. Il regarde son visage et ressent une vague d'émotion. C'est la même personne qu'il redoutait tant, mais la chaleur qu'elle lui transmet ne ment pas. Alors il s'abandonne, ressentant les battements de son cœur. Un monde de possibilités s'ouvre devant lui. Il se souvient de tout ce qu'elle représente pour lui, de tous les efforts qu'elle a faits pour construire ses cadeaux. Tout ce qu'il voulait, c'était cet instant, dans ses bras, ressentant pour la première fois ce que signifie avoir une mère. Un peu plus tard, Myria ouvre les yeux et panique en voyant Maury dormir paisiblement sur ses genoux. Elle se demande comment il est arrivé là. Instinctivement, elle pense qu'il vaudrait mieux appeler Ryder ou Eya, mais le petit la serre plus fort contre elle. Alors elle avale sa peur de tout gâcher et se laisse aller à ce qu'elle veut vraiment, le serrer dans ses bras, lui transmettre toute l'affection qu'elle a pour lui. Au matin, Ryder se réveille. Eya le félicite d'avoir travaillé si dur, mais lui dit qu'il peut prendre les choses plus calmement maintenant. Il rencontre les membres du personnel, surpris que tous soient excessivement gentils. Puis, le courrier arrive. Comme tout le monde est occupé, il se propose de le prendre. Il tombe alors sur une affiche de recherche avec des visages de criminels, dont le sien. Il panique. Au pire moment, Myria apparaît derrière lui. Il détruit l'affiche et lui fait croire que tout va bien, réalisant qu'il avait complètement oublié qu'il avait un prix sur sa tête. Myria lui demande alors de se préparer à sortir. Elle a besoin d'aller au centre-ville pour acheter des choses pour Maury.